Je parle dans ta tête. Bienvenue dans le cours de maths de 3GEN. Dans cette série de vidéos, je vais présenter les principaux résultats du cours et traiter les exemples du polycopié. Par conséquent, ces vidéos ne remplacent pas la lecture du document, mais elles le complètent. Lors de la fessée collective que je vous ai administrée lundi, j'ai eu l'occasion de présenter le programme du semestre, les compétences visées, ainsi que les modalités d'évaluation. Je n'y reviens donc pas, mais sachez que toutes ces informations se trouvent sur mon cours Moodle. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques points importants concernant l'intégration. Vous noterez que cette partie commence par 6 fiches de rappel. Je les ai rédigées à l'intention des admis directs ne venant pas de CPGE. Ces fiches serviront ainsi de support lors des séances de soutien. Mais bien entendu, elles peuvent aussi être utiles à tous ceux qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire. L'intégrale avec laquelle vous êtes familier depuis le lycée et que vous avez étudié dans le supérieur s'appelle l'intégrale de Riemann. Je vous rappelle que la notion d'intégrale est directement reliée à celle d'aire sous la courbe. Considérons une fonction f continue sur un segment AB et à valeur réelle. On souhaite déterminer une valeur approchée de l'aire algébrique de la portion du plan délimitée par la courbe représentative de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Les parties situées au-dessus de l'axe des abscisses seront comptées positivement et les parties situées en dessous de l'axe comptées négativement. Pour déterminer une valeur approchée de l'aire algébrique recherchée, on va utiliser les sommes de Cauchy. Tout d'abord, on divise le segment AB en n segments de longueur identique, h égale b-a sur n. En raison de ce découpage régulier, les sommes de Cauchy sont aussi appelées sommes de Riemann régulières. Puis, pour chaque entier k entre 0 et n, on pose xk égale a plus k fois h. On construit alors une première approximation de f qui est une fonction constante sur chaque intervalle xk plus 1, prenant la même valeur que f au début de l'intervalle, c'est-à-dire un xk. On note Tn la somme des aires algébriques des n petits rectangles ainsi construits. On construit une autre approximation avec les valeurs prises par f à la fin de chaque intervalle xk-1 xk et l'on note Sn la somme correspondante. On appelle somme de Cauchy à gauche le nombre Tn et somme de Cauchy à droite le nombre Sn. En analyse numérique, ces constructions seront utilisées dans la méthode dite des rectangles. Il sera donc souhaitable que si le pas h égale b-a sur n décroît, les nombres Tn et Sn se rapprochent de l'aire algébrique recherchée. Je vais maintenant traiter l'exemple situé en haut de la page 16. On cherche une approximation de l'aire algébrique A de la partie du plan délimitée par la courbe représentative de la fonction carré, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. On nous demande de calculer Sn, c'est-à-dire la somme de Cauchy à droite, pour tout entier naturel n non nul. Je crois que j'ai trouvé le son idéal pour cet exercice. Voilà, maintenant on peut travailler. Bien, alors pour tout n dans n étoile, on a Sn par définition est la somme de h fois f de xk. En sortant le pas h de la somme, qui est une constante, on a donc Sn est égal à 1 moins 0 sur n fois la somme de k égale 1 à n de 0 plus k fois 1 moins 0 sur n, le tout au carré. Il s'agit d'une somme sur k, donc on peut faire sortir les termes en n, et on se retrouve avec 1 sur n au cube fois la somme de k égale 1 à n des k au carré.
la somme des cas au carré étant une somme usuelle, on se retrouve finalement avec Sn égale 1 sur n au cube fois n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Le calcul est terminé, mais il appelle quelques remarques. Tout d'abord, signalons qu'on peut calculer de la même manière le nombre Tn, c'est-à-dire la somme de Cauchy à gauche. De plus, la fonction f est croissante sur 0,1 et à valeur positive. Donc, pour tout n, le nombre Tn est inférieur à A, qui est lui-même inférieur à Sn. Si l'on désire obtenir un encadrement de l'aire algébrique recherchée, d'amplitude inférieure à 10 puissance moins 3, il faut que Sn moins Tn soit inférieur à 10 puissance moins 3. Comme on connaît les expressions explicites de Sn et Tn, après simplification, il faut que 1 sur n soit inférieur à 10 puissance moins 3, ce qui revient à dire que n doit être supérieur à 1000. Les sommes de Cauchy ne sont donc pas des outils très performants pour calculer des intégrales, puisqu'il faut au moins 1000 étapes dans cet exemple pour avoir une précision inférieure à 10 puissance moins 3. Revenons à Sn et examinons sa limite. Le numérateur de Sn est équivalent à 2n au cube. On en déduit que la limite de Sn vaut 1 tiers. De même, la limite de Tn vaut 1 tiers. Ainsi, par passage à la limite, l'aire algébrique recherchée A vaut 1 tiers. Comme f est à valeur positive, l'aire algébrique A est une vraie aire. On appelle ça une aire absolue. Bien entendu, comme vous connaissiez déjà le calcul intégral, vous saviez que la somme de 0 à 1 de x au carré dx valait 1 tiers, ce résultat que nous venons de retrouver grâce à des calculs de somme de Cauchy et à des passages à la limite. Les pages suivantes présentent la construction de l'intégrale de Riemann. Il s'agit de compléments qui peuvent être ignorés en première lecture. Nous en arrivons à deux propriétés importantes qui méritent une musique un peu plus énervée. Si une fonction f est continue ou continue par morceaux sur un segment AB, alors elle est intégrable au sens de Riemann sur ce segment. Réciproquement, on peut se demander quelles sont toutes les fonctions intégrables au sens de Riemann. La réponse se trouve dans la propriété suivante. Une fonction f est intégrable au sens de Riemann sur un segment AB si et seulement si elle est bornée et presque partout continue sur ce segment. Dire d'une fonction qu'elle est presque partout continue signifie qu'elle est partout continue, sauf éventuellement en un nombre négligeable de points. On pourrait penser que grâce à l'intégrale de Riemann, le problème de l'intégration est définitivement réglé. Alors pourquoi construire une autre théorie de l'intégration? Eh bien, comme le montrent les exemples suivants, l'intégrale de Riemann se comporte très mal vis-à-vis des limites. Premier souci, une limite de fonction intégrable au sens de Riemann sur un segment n'est pas forcément intégrable au sens de Riemann sur ce segment. Examinons l'exemple en haut de la page 21. Soit fn, la suite de fonctions définie sur 0,1 par fn, l'application qui à t associe 0 si t est compris entre 0 et 1 sur n, et 1 sur t sinon. Cette suite converge simplement, on dit aussi qu'elle converge ponctuellement, vers la fonction f, définie comme f, l'application qui à t associe 0 si t égale 0, et 1 sur t sinon. Chaque fonction fn est intégrable au sens de Riemann, car il s'agit d'une fonction continue par morceau sur un segment, mais f ne l'est pas en vertu du critère de Riemann. Deuxième souci, même dans le cas où la limite de fonction intégrable est intégrable, on n'a pas nécessairement la limite de la somme qui est égale à la somme de la limite. Considérons l'exemple en bas de la page 21. Soit Gn, la suite de fonctions
définie de la façon suivante. Cette suite converge simplement vers la fonction nulle. Ici, la suite Gn converge donc simplement vers une fonction intégrable. Cependant, on ne peut pas permuter limite et intégrale, car la limite de la somme de Gn, c'est-à-dire la limite de 1, vaut 1, alors que la somme de la limite de Gn, c'est-à-dire la somme de 0 à 1 de 0 fois dt, vaut 0. Si vous avez quelques souvenirs de l'an dernier, vous savez qu'on pourrait arranger un peu les choses en cas de convergence uniforme. En effet, une limite uniforme de fonctions intégrables au sens de Riemann sur un segment est intégrable au sens de Riemann sur ce segment. De plus, dans ce cas, on a la limite de la somme qui est tout le temps égale à la somme de la limite. Malheureusement, pour les intégrales impropres, le résultat précédent est faux. Il va bien falloir nous résoudre à utiliser une autre théorie de l'intégration. Lebesgue a construit une théorie de l'intégration dans laquelle on dispose des bons théorèmes de passage à la limite dans les intégrales. En gros, l'intégrale de Lebesgue découpe la courbe représentative de la fonction selon l'axe des ordonnées, alors que l'intégrale de Riemann la découpe selon l'axe des abscisses. Lebesgue a expliqué la différence entre les deux points de vue au moyen d'une analogie. Imaginez que vous ayez des pièces de monnaie dans votre poche et que vous vouliez savoir combien d'argent vous avez sur vous. Première méthode, vous faites l'addition en prenant les pièces comme elles viennent. C'est le principe de la théorie de Riemann. Deuxième méthode, vous sortez toutes vos pièces, vous les regroupez selon leur valeur, puis vous faites l'addition. C'est le principe de la théorie de Lebesgue. Nous en arrivons à la définition de la page 24. Soit f une fonction définie sur un intervalle a de R et à valeur dans R ou C. On dit que f est sommable, ou bien que f est intégrable au sens de Lebesgue sur A, si la somme du module de f est un nombre fini. On note L1 de A, l'ensemble des fonctions sommables sur A, et par convention, l'ensemble L1 désigne L1 de R, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions sommables sur R tout entier. Un résultat fondamental, issu de la théorie de Lebesgue, est le théorème de la convergence dominée que vous trouverez en haut de la page 25. Soit Fn, une suite de fonctions définies sur un intervalle A et à valeur dans R ou C, telle que, premièrement, la suite Fn converge simplement presque partout sur A vers une certaine fonction f. Deuxièmement, il existe une fonction g, élément de L1 de A, telle que pour tout n, on ait le module de Fn inférieur à g, presque partout sur A. On dit alors que g domine les fonctions Fn, bien entendu g ne doit pas dépendre de n. Sous ces conditions, la fonction f est élément de L1 et l'on a la limite de la somme du module de Fn-f qui vaut 0, d'où en particulier la limite de la somme qui est égale à la somme de la limite. Examinons sur l'exemple de la page 25 comment utiliser ce théorème de la convergence dominée. On définit une suite de fonctions Fn, sous réserve d'existence, déterminer la limite de la somme de Fn. Premièrement, on remarque que la suite de fonctions Fn converge simplement sur R vers la fonction qui a x associe 1 sur 1 moins x au carré. Deuxièmement, la suite Fn est dominée sur R par la même fonction f. La fonction g du théorème est ici la même que la fonction f, qui est élément de L1. On en déduit que la limite demandée existe et que la limite de la somme de Fn est égale à la somme de la limite de Fn, c'est-à-dire la somme sur R de 1 sur 1 plus x au carré dx. Là, il s'agit de l'écriture à la Lebesgue. On peut également écrire la somme de moins l'infini à plus l'infini. Là, il s'agit de l'écriture à la Riemann. On connaît une primitive de la fonction f
qui est la fonction arctangente, et on en déduit que la limite demandée existe et elle vaut pi. Il existe également une version du théorème de la convergence dominée pour les séries de fonctions. Je vous laisserai en prendre connaissance. Vous en aurez besoin pour traiter certains TD. On en arrive à la notion fondamentale d'intégrale à paramètres. Soit I et A deux intervalles de R, soit f une fonction de deux variables, définie sur I croix A, à valeur dans R ou C, est telle que pour tout x dans I, la fonction qui a t associe f de x et de t soit élément de L1 de A. Pour tout x dans I, on pose grand F de x égale l'intégrale sur A de f de x et de t dt. On dit que la fonction grand F, qui à tout x associe le nombre grand F de x, est définie par une intégrale à paramètres, le paramètre étant ici x. On va traiter maintenant l'exemple de la page 26. On considère une certaine fonction f. Montrer que grand F, l'application qui a x associe la somme sur R plus étoile de f de x et de t dt, est définie sur R plus étoile. On commence par fixer un nombre x strictement positif. La fonction qui a t associe f de x et de t est élément de L1 de R plus étoile. En effet, la majoration classique qui dit que la valeur absolue de sinus t est inférieure à la valeur absolue de t donne que la somme de la valeur absolue de f est inférieure à la somme de exponentielle moins xt dt, cette intégrale valant 1 sur x, ce nombre étant bien entendu fini puisque je vous rappelle que x a été fixé une fois pour toutes au début. Conclusion, le nombre grand F de x existe toujours, donc la fonction grand F est définie sur R plus étoile. Une fois qu'on a déterminé le domaine de définition d'une intégrale à paramètres, on peut s'interroger sur sa continuité. Examinons le théorème situé en bas de la page 26. On suppose que pour presque tout t, élément de A, la fonction qui a x associe f de x et de t est continue sur I. De plus, il existe une fonction g ne dépendant pas de x, telle que g soit élément de L1 de A, et module de f de x et de t soit inférieur à g de t pour tout x dans I et pour presque tout t dans A. Alors, la fonction grand F est continue sur I. Appliquons ce dernier théorème à la même intégrale à paramètres. Il s'agit de l'exemple situé en haut de la page 27. Avec la même fonction petit f, montrez que grand F est continu sur R plus étoile. Premièrement, on dit que pour tout t strictement positif, la fonction qui a x associe f de x et de t est continue sur R plus étoile, tout simplement car la fonction exponentielle l'est. Fixons un nombre a strictement positif. Pour tout x supérieur à a et tout t strictement positif, on peut écrire que la valeur absolue de f de x et de t est inférieure à exponentielle de moins xt, qui est elle-même inférieure à exponentielle moins at. La fonction qui a t associe exponentielle moins at ne dépend pas de x et elle est élément de L1 de R plus étoile. On en déduit que grand F est continu sur l'intervalle a plus l'infini. Le réel a étant quelconque, on peut dire que grand F est continu sur R plus étoile. Après le domaine de définition et la continuité d'une intégrale à paramètres, on peut s'intéresser à sa dérivabilité. Je vous laisse prendre connaissance du théorème de la page 27. Appliquons-le sur l'exemple situé tout en bas de la page 27. Avec la même fonction petit f, montrez que grand F est dérivable sur R plus étoile. Premièrement, pour tout t strictement positif, la fonction qui a x associe f de x et t est dérivable sur R plus étoile, car la fonction exponentielle l'est. Deuxièmement, on fixe un nombre a strictement positif. Pour tout x supérieur à a et tout t strictement positif,
on calcule la dérivée partielle de f par rapport à x, on majore sa valeur absolue par exponentielle de moins xt qui est elle-même inférieure à exponentielle de moins at. On en déduit qu'on peut dériver sous le signe somme sur l'intervalle a plus l'infini. Bien entendu, le réel a étant quelconque, on peut dire que grand F est dérivable sur R plus étoile et l'on peut calculer sa dérivée. On en arrive aux intégrales doubles et en particulier au théorème de Tonelli qui est donné à la page 28. Soit f une fonction définie sur R2 et à valeur positive. Le théorème de Tonelli vous dit simplement qu'on peut intégrer dans n'importe quel ordre. Traitons l'exemple situé en bas de la page 28. Appliquez le théorème de Tonelli à la fonction f, etc. Tout d'abord, précisons que la fonction f est à valeur positive, donc on peut lui appliquer le théorème de Tonelli. D'une part, on a. Donc là, je calcule l'intégrale double en intégrant en premier par rapport à la variable y. Sans difficulté, on fait apparaître des fonctions usuelles dont la fonction arctangente et cette intégrale double vaut pi sur 4. D'autre part, on peut calculer cette intégrale double en intégrant tout d'abord sur la variable x. En regroupant les deux calculs, on arrive à une égalité. Cette égalité va nous permettre de traiter la question B, située en haut de la page 29. En posant le changement de variable t égale x fois y dans l'égalité précédente, déterminer la valeur de l'intégrale i. On pose t égale xy, on transforme alors l'élément différentiel dx en dt sur y. Les bornes ne changent pas, car quand x est égal à 0, on a t égale 0, et quand x est égal à plus l'infini, on a t égale plus l'infini. En regroupant les termes, on se rend compte que l'intégrale précédente est égale à i au carré. On a donc i au carré est égal à pi sur 4. Or i est un nombre positif, donc i est égal à racine de pi sur 2. En utilisant la parité, on obtient le résultat connu sous le nom d'intégrale de Gauss, à savoir la somme de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins t carré dt est égale à racine de pi. Quand f n'est pas à valeur positive, on ne peut pas utiliser le théorème de Tonelli. On dispose cependant du théorème de Fubini, que je vous invite à découvrir en bas de la page 29. À l'aide de ces résultats concernant la théorie de l'intégration, nous allons pouvoir introduire de nouveaux outils. Tout d'abord, la transformation de Fourier. Soit f une fonction de R dans C, sous réserve d'existence, on appelle transformée de Fourier de f la fonction f chapeau qui à nu associe la somme de moins l'infini à plus l'infini de f de t fois exponentielle moins 2i pi nu t dt. Il est très simple de montrer que si f est élément de L1, alors elle admet une transformée de Fourier, f chapeau, qui est définie sur R tout entier. Traitons l'exemple de la page 32. Déterminer la transformée de Fourier de la fonction porte. Premièrement, remarquons que la fonction pi, fonction porte, est élément de L1, donc elle admet une transformée de Fourier. En effet, elle est élément de L1, c'est-à-dire qu'elle est sommable, ou encore que la somme de moins l'infini à plus l'infini de sa valeur absolue est un nombre fini. Ici, c'est bien le cas, puisque ce nombre vaut 1. On pose nu un élément de R, on calcule pi chapeau de nu, en utilisant la définition, et on arrive à la somme de moins 1,5 à 1,5 de exponentielle moins 2i pi nu t dt. Il convient alors d'examiner deux cas selon que nu est égal à 0 ou nu est différent de 0. Finalement, pi chapeau de nu est égal à sinus pi nu sur pi nu si nu est différent de 0 et pi chapeau de
0 est égal à 1. On note au passage que pi chapeau est une fonction continue sur R, ce qui est un résultat tout à fait général, étant donné que la fonction pi est élément de L1. Nous en reparlerons dans le chapitre consacré à la transformation de Fourier. On en arrive au deuxième nouvel outil. Il s'agit de la transformation de Laplace, autre transformation intégrale, soit f une fonction de R dans C, sous réserve d'existence, on appelle transformée de Laplace de f la fonction grand F, définie comme l'application qui à S associe la somme de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins st dt. Attention, la variable nu qui apparaît dans la transformation de Fourier est une variable réelle, alors que la variable s qui apparaît dans la transformation de Laplace est une variable complexe. Autre différence, la transformée de Laplace lorsqu'elle existe est définie sur R tout entier, alors que la transformation de Laplace n'est définie que sur un domaine de sommabilité. Je vous laisse prendre connaissance de la page 33 et je vais illustrer cette notion d'abscisse de sommabilité sur les exemples de la page 34. Déterminer la transformée de Laplace de l'échelon de Heaviside définie comme petit h l'application qui à t associe 1 si t est positif et 0 sinon. Par définition, on a grand H de S qui est égal à la somme de 0 à plus l'infini de h de t exponentielle moins st dt. Cette intégrale-là converge si et seulement si la partie réelle de S est strictement positive, et dans ce cas, elle est égale à 1 sur S. Comme la partie réelle de S doit être strictement positive, on dit que l'abscisse de sommabilité de H vaut 0. Traitons le deuxième exemple. Déterminer la transformée de Laplace de la fonction petit f. Par définition, on a grand F de S qui est égal à la somme de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t fois exponentielle moins st dt. Cette intégrale-là converge si et seulement si la partie réelle de S plus 1 est strictement positive, c'est-à-dire que la partie réelle de S doit être strictement supérieure à moins 1, on dit que l'abscisse de sommabilité vaut moins 1. Si cette condition est remplie, l'intégrale vaut 1 sur S plus 1, et il s'agit de la transformée de Laplace de petit f. Pour terminer, on en arrive à la notion de produit de convolution. Cette notion est introduite page 35. Soit f et g de fonctions définies sur R, sous réserve d'existence, on définit le produit de convolution de f et g comme la fonction f étoile g qui à t associe la somme de moins l'infini à plus l'infini de f de taux, g de t moins taux, d taux. Traitons l'exemple suivant. Déterminer le produit de convolution de la fonction porte et de la fonction sinus. Fixons un réel t. On a le produit de convolution de la fonction porte et de la fonction sinus évalué en t, qui vaut par définition la somme de moins l'infini à plus l'infini de pi de taux sinus de t moins taux d taux. La fonction porte est nulle partout sauf entre moins 1/2 et 1/2, donc on peut réduire le domaine d'intégration. Et finalement, on intègre selon la variable taux. En conclusion, le produit de convolution recherché est la fonction qui à t associe 2 sinus de 1/2 fois sinus t. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle a fait le tour des points importants. Je sais que j'ai survolé beaucoup de notions. Ne vous inquiétez pas, nous reverrons tout ça en détail en TD. Dans les chapitres qui sont dédiés aux transformées de Fourier, transformées de Laplace. Et bien sûr, je suis disponible dans quelques instants sur Zoom pour répondre à vos questions. Par ailleurs, je suis assez content de mon comportement. J'aurais pu lâcher à tout moment un petit freestyle. Et bim, qu'est-ce que tu vas faire?
Allez, à bientôt les michtos.